gens qui disent ouais mais avant ils faisaient comment, c'est pas utile, mais comme tu dis avant ils mouraient jeunes. J'ai vu entre 5000 et 7000 personnes différentes et j'ai fait plus de 10 000 consultations. Au final, les gens, ils disent ouais, mangez bien, c'est fade et tout, mais c'est sûr, si tu fais riz d'Inde tout sec, bah en fait, ça donne pas envie. Le fait de ne pas avoir d'enfants, ça a un impact sur la santé hormonale féminine. Bien dormir et bien manger ne suffit pas quand on te détecte un cancer de stade 4. Bienvenue dans Corps et Esprit, le média qui muscle votre corps et renforce votre esprit. avec Meryl, Et Flavio, fondateur de Pareto Santé, le coaching ultra personnalisé pour entrepreneurs et cadres. et de Nutripreneur, les compléments alimentaires français et naturels pour améliorer votre énergie, votre sommeil et réduire votre stress. Chaque semaine, on explore la santé physique et mentale pour vous aider à maigrir. Déborder d'énergie et accomplir vos projets les plus fous. Bon épisode. Ok les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps et Esprit. Aujourd'hui on est trop content avec Meryl puisqu'on accueille William. On va parler de micronutrition, de santé féminine et de plein d'autres sujets aussi. William, merci beaucoup d'être avec nous. Juste avant que je te présente, pour tous nos auditeurs, pensez à télécharger l'e-book en description qui vous résume tout le podcast. Tu vois, on leur fait ce petit cadeau William comme ça, ils peuvent vraiment pleinement t'écouter et après ils auront toutes les informations à l'écrit. Est-ce que William, tu peux te présenter pour nos invités? Bien sûr, déjà merci Meryl, merci Flavio de me recevoir. Avec Avec plaisir. plaisir. Moi c'est William Kadmiri, donc j'ai 34 ans. À titre personnel, je suis marié, papa de 2 petites filles adorées, j'habite au Portugal. Et au niveau professionnel, j'ai commencé par une carrière de coach sportif. Donc j'ai fait STAPS, BPJEPS. J'ai été coach vraiment à temps plein jusqu'à 2018-2019. Et puis j'ai pivoté vers la naturopathie à partir de 2016-2017. Donc je faisais un peu les deux au début. Et puis 2019-2020, j'ai fait ça à 100%. Donc des consultations de naturopathie. Et en parallèle, j'étais déjà un peu formateur en BPJEPS. En fait, je formais à la méthodologie de l'entraînement. Donc le BPJEPS, c'est l'école de coach sportif, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc j'ai adoré aussi cette branche pédagogique, cette branche autour de la formation, chose que j'ai continué à développer cette fois-ci dans la naturopathie et plus précisément dans la micronutrition. Et aujourd'hui, je forme à temps plein, notamment au travers d'une école que j'ai co-créée avec Marion Paré et Johan Manon, qui s'appelle Naturaneo, où on forme des futurs naturopathes et on a aussi tout un tas de modules à la carte. Et après, concernant les réseaux sociaux, j'ai commencé Instagram autour de 2018 avec beaucoup de contenu pédagogique que je continue. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une petite communauté sympathique qui me suit depuis maintenant un petit bout de temps. Ouais, c'est comme ça qu'on t'a connu d'ailleurs, donc on adore aussi ton contenu. Et ce qui nous a beaucoup marqué dans ton contenu, si je puis dire, c'est à quel point tu parles souvent de micronutrition. Pourquoi tu en parles autant? Pourquoi tu en as fait un sujet central dans ton approche? En fait, excusez-moi, Je t'en en prie. fait, à partir de 2019, j'ai commencé à creuser ce sujet-là de la micronutrition au travers d'un DU que j'ai passé à... Excusez-moi. Ça arrive, c'est l'hiver. Voilà, C'est ça. ouais, c'est l'hiver exactement et je passe à travers tous les virus, là tout le monde est malade autour de moi, donc je sens que ça commence à titiller un petit peu, tu vois, j'ai pas pris ma vitamine C ce matin. On va en parler après, de toute façon. Enfin, j'imagine que tu parlé de la micronutrition. Voilà. Donc je me suis pris de passion pour la micronutrition au travers du DU MAPS de Vincent Castronovo qui m'a énormément plu et en fait j'ai compris à quel point c'était important quand on voulait faire de la naturopathie d'optimiser le terrain au travers des micronutriments, chose qu'on nous enseignait relativement peu, c'est-à-dire que la supplémentation alimentaire dans les études de naturopathie, dans la naturopathie traditionnelle, ça s'arrêtait à la spiruline et Ouais. au jus de légumes, quoi. C'est un peu ça. Et en fait, quand on creuse le sujet, on voit à quel point en fait on peut interagir avec tout un tas de pathologies, de problématiques, améliorer le confort au niveau de plein de symptômes. On peut travailler sur différents axes, c'est-à-dire un axe vraiment profond, correction des carences, pour faire en sorte que le corps fasse ce qu'il doit faire correctement, en quelque sorte, on lui donne les outils. Mais on a aussi deux autres axes, c'est l'axe optimisation et puis l'axe thérapeutique, c'est-à-dire qu'on peut traiter des problématiques avec des micronutriments dans certaines formes, à certaines doses, en combinaison ou non. Donc il y a énormément de choses à faire. Et quand on veut être bon dans quelque chose, à un moment donné, il faut quand même se concentrer dessus. C'est pour ça que je me suis concentré sur la micronutrition. Ok. Et tu penses que selon toi, les gens sous-estiment à quel point les carences elles sont graves pour la santé? Alors, je ne sais pas si les gens le sous-estiment, mais plutôt, les gens pensent que si on n'est pas carencé sévère, il n'y a pas de problème. Mm. En Ouais. fait, la micronutrition, je pense que c'est un peu c'est partout pareil, mais on la voit uniquement au travers des grosses carences qui ont marqué l'histoire de l'humanité.
prend l'exemple de la vitamine C avec le scorbut, et on oublie à quel point la vitamine C, elle est essentielle pour tout un tas d'autres réactions, et que le fait de ne pas avoir des apports suffisants au quotidien peut avoir un impact qui ne va pas mener à l'hôpital, mais qui peut engendrer tout un tas de symptômes et diminuer le confort de vie, quoi. Et donc, c'est ce que je disais, on va dire, différents niveaux. On a l'axe, le niveau carence profonde, où là, vraiment, ok, tout le monde est d'accord pour dire que une personne qui a pas suffisamment de vitamine C sur le long cours, elle va développer du scorbut, elle va avoir tout un tas de symptômes plus ou moins graves. Mais l'axe intermédiaire, c'est-à-dire enfin le niveau intermédiaire avec l'optimisation, ce qu'on peut faire avec la vitamine C quand on a des taux optimaux au quotidien, ben ça on n'en parle pas. Alors, je parle de la Ouais. vitamine C, mais il y a tout un tas d'autres micronutriments. Donc oui, par rapport au fait de pouvoir optimiser sa santé avec les micronutriments, ça, il y a peu de gens qui sont vraiment, on va dire, sensibilisés. Tu as dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup là, tu as dit tout ce qu'on peut faire au quotidien avec ça. Et je pense que c'est ça qui manque à beaucoup de gens pour prendre conscience de ça. Parce que je te prends un exemple, on a beaucoup de gens qui disent non mais j'ai fait une prise de sang, tout va bien. Or, je sais pas ce que tu penses de ça, mais déjà, on peut pas forcément tout voir en prise de sang. Peut-être que tu vas nous dire aussi qu'être dans les taux aujourd'hui, c'est pas forcément rassurant. Enfin, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Bah, déjà sur sa prise de sang, qu'est-ce qu'on a mesuré? Alors, prenons l'exemple, si on veut revenir sur la vitamine C. Déjà, la vitamine C, elle se mesure très mal au niveau sanguin parce que en fait, les taux sont très fluctuants parce qu'on la stocke très mal. Donc, Ok. une fois qu'on prend de la vitamine C, elle va être utilisée et éliminée très rapidement. Donc, on va pas retrouver une vitamine C circulante, sauf si, on va pas en retrouver forcément à des taux optimaux, sauf si on vient d'en prendre. Hmm. Ouais. Donc, on va pas mesurer sa vitamine C plusieurs fois dans la journée, tous les jours, pour savoir si on a des valeurs optimales. Donc ça, c'est compliqué. Ensuite, donc, premièrement, on les mesure pas. Deuxièmement, on mesure pas forcément les bonnes choses, ou quand on les mesure, bah, c'est pas dans les bonnes formes. Par exemple, prenons l'exemple du magnésium. Le magnésium, dans le ionogramme sanguin, on voit le magnésium. C'est le magnésium plasmique, et ce magnésium, c'est le magnésium circulant. Qui va relativement peu varier parce que le corps va essayer de garder un équilibre au niveau de ces différents ions pour tout un tas de raisons physiologiques. Et donc, on va mesurer, si on veut vraiment connaître les réserves en magnésium, il faudrait mesurer le magnésium érythrocytaire. Le magnésium érythrocytaire, c'est-à-dire dans les membranes des globules rouges, sauf qu'il n'est pas mesuré, il n'est pas remboursé, ça coûte une quarantaine d'euros, personne ne va le faire. Donc, est-ce qu'on les mesure? Comment on les mesure? Et puis ensuite, quelle cible on va chercher? Est-ce qu'on s'intéresse uniquement aux valeurs laboratoires qui peuvent varier d'un laboratoire à un autre? Parce que bon, alors il y a plusieurs méthodes pour pouvoir mettre en évidence, enfin créer des normes. Il y a des normes qui sont faites en fonction de bases de données, donc de sociétés savantes qui vont s'accorder sur le fait que tel nutriment doit être à tel niveau pour éviter telle ou telle pathologie. C'est le cas de la vitamine D, par exemple. On a des valeurs qui sont standardisées en moyenne entre 30 et 60-80 nanogrammes par millilitre. Ce sont des valeurs minimales pour les 30 nanogrammes qui correspondent à la valeur qu'il ne faut pas atteindre. Enfin, il faut l'atteindre au minimum pour ne pas développer d'ostéoporose, hein, pour éviter en tout cas d'avoir des problèmes optiques osseuses. Mais on ne nous parle pas de la vitamine D dans l'immunité, à quel point il faudrait, à quel niveau il faudra atteindre pour essayer de booster son immunité, pour les infections, etc. Donc ça, c'est la première méthode des sociétés savantes. Mais ensuite, il y a une autre méthode qui est très simple, c'est ce qu'on appelle la loi normale, c'est-à-dire qu'on va faire une courbe en U, on va mesurer, on va faire une moyenne de toutes les personnes qui sont venues dans le laboratoire faire leur analyse pour telle ou telle vitamine. On va enlever les 2,5% inférieurs, les 2,5% supérieurs, et on a une norme. Sauf que, imaginons que tu ailles dans un laboratoire, dans une ville où tout le monde est carencé en fer, par exemple, et que tu fasses ta prise de sang dans ce laboratoire, et tu vas avoir une valeur qui ne sera pas optimale. Et en général, une personne qui fait doser une ferritine, qui fait doser ses stocks de fer, c'est qu'elle suspecte qu'elle en manque, en général. Donc tout ça, ça va tendre à faire baisser la moyenne. Du coup, toi, tu conseilles, quand on fait une prise de sang et qu'on peut vérifier les normes, d'être à minima dans les valeurs hautes, si ce n'est au-dessus, sur pas mal de Non, choses. non, ça dépend vraiment. Il y a des nutriments sur lesquels on va chercher plutôt des valeurs inférieures basses. Le cuivre, par exemple, c'est pas bon d'être trop. Hmm. Il faut voir les ratios, donc c'est très spécifique à chaque micronutriment. Ouais. Ok. Ce que tu disais là sur le fait qu'on prenne la moyenne des personnes qui se sont fait des prises de sang, en fait aujourd'hui quand on voit à quel point on est tous carencés, on se doute que du coup les normes sont de plus en plus basses et que du coup malheureusement on se fie à des chiffres qui ne correspondent pas à nos besoins qu'on devrait avoir. Et c'est un peu le problème aujourd'hui, et c'est pour ça je pense que tu t'es intéressé, c'est que les gens pensent sincèrement qu'en mangeant bien healthy, et encore tout le monde n'a pas la même notion d'healthy, et quand on voit que tous les professionnels de santé comme toi, comme nous, prenons des compléments alimentaires, ça montre que l'alimentation aujourd'hui, eh bien, de toute façon on va en revenir plus tard, mais que justement elle ne suffit pas à combler tous nos besoins,
Eh bien, malheureusement, trop de personnes se fient à des normes qui sont pas du tout les bonnes et en fait normalisent et banalisent, je pense sincèrement, des problèmes qu'ils peuvent avoir. Mm. Et ça, ça pour moi, c'est le plus grand fléau de la société. Et d'ailleurs, toi, pour toi, c'est quoi les symptômes les plus courants qui finalement veulent vraiment dire que là, tu as une carence sévère, quoi? Alors, ça dépend vraiment du micronutriment en question. Juste, petite parenthèse, je suis pas professionnel de santé, puisque le titre de naturopathe n'est pas reconnu en France. Donc, on n'est Oui, pas c'est considéré vrai. comme des Oui, professionnels de santé. Mais je le dis quand même parce que, voilà, en général, on se fait T'as des raison de dunks. préciser, on ouais. sait jamais ce qu'il faut. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, Mais non. bon, t'as compris pourquoi je voulais dire ça. Des gens qui, en tout cas, sont dans la santé, qui sont formés à la santé, naturelle, dans la prévention, etc. Ouais. Alors, les symptômes, ça va vraiment dépendre du micronutriment en question. Et le problème des symptômes, si on se base que là-dessus, c'est que c'est très difficile d'avoir un symptôme spécifique à un micronutriment. Par exemple, personne qui est fatiguée. Bon, bah, elle peut être carencée en fer, elle peut être carencée en magnésium, en zinc, en vitamine D, en vitamine du groupe B. Mm. Elle peut avoir une infection, elle peut avoir une résistance à l'insuline, elle peut avoir un problème de thyroïde. Donc, tu vois, et c'est le problème aussi des réseaux sociaux, c'est que euh, peut-être que j'y ai participé hein, sans le savoir, mais on a tendance, parce qu'on veut booster l'algorithme, à faire des publications du genre t'as froid le matin, t'as les dents jaunes et tu perds tes cheveux ici derrière l'oreille, c'est sans doute que tu as une carence en vitamine X, tu vois. Ouais, ouais, je vois Donc, très bien. donc en fait, c'est très difficile uniquement sur base des symptômes. Alors, à moins d'avoir vraiment certains signes très spécifiques qui peuvent correspondre à une vitamine en particulier, en général, on peut pas se baser uniquement sur les symptômes pour mettre en évidence une carence. Par contre, si tu croises les symptômes plus l'alimentation, bon, déjà tu peux avoir de grosses suspicions concernant telle ou telle déficience. Et le mode de vie également. Par exemple, une personne qui boit 10 cafés par jour, qui fait énormément de sport et qui a la paupière qui tremble, en général, elle est carencée en magnésium, tu vois. Ouais. Il y a pas forcément besoin de lui faire un test. Une personne qui habite, enfin, peu importe où elle habite, mais qui travaille enfermée, qui s'expose pas au soleil, bah, elle est forcément carencée en vitamine D, ou si la latitude où elle habite ne le permet pas. Donc là, je te donne quelques exemples comme ça, je vous donne quelques exemples comme ça, mais alors, c'est bien de pouvoir compléter avec une biologie. Et si c'est pas possible, dans ce cas-là, on va standardiser avec, par exemple, un minimum, au minimum un multivitamine, quoi. Mm. Et Ou on va trouver. c'est quoi les deux, trois plus grosses carences que tu vois le plus souvent? Alors, la première, c'est la vitamine D. Waouh. La deuxième, mais je considère pas que, enfin, je la fais pas doser, c'est le magnésium. Et donc, je Mm. le donne systématiquement. Et puis, quand je supplémente en vitamine D, je donne toujours du magnésium qui sert à l'activation de la vitamine D. Une autre dont on parle peu, c'est l'iode. Enfin, on en parle maintenant, mais Moins. on en parlait peu. Voilà. Parce que bah, l'iode, on va le retrouver dans les produits de la mer. On va le retrouver dans le sel iodé, à condition qu'il ait été iodé. Et à condition que la salière ait été consommée assez rapidement, puisque après ouverture, l'iode va s'évaporer, il est très volatile. On va le retrouver dans les algues, dans les fruits de mer, mais voilà. Et puis le poisson qu'on va consommer aujourd'hui, une fois qu'il est cuit, l'iode s'est en partie évaporé. On consomme de moins en moins de produits laitiers, de moins en moins de lait, alors qu'avant c'était une façon de retrouver de l'iode parce que en fait, pour désinfecter les pieds de vache, on utilisait de la bétadine qui contient de l'iode et donc on retrouvait des résidus de bétadine dans notre lait et donc ça permettait d'avoir de l'iode. Donc on a l'iode, on a la vitamine C aussi à cause de bah, l'oxydation de celle-ci. Les agrumes en contiennent de moins en moins et puis tout le monde n'a plus le réflexe de manger des kiwis ou des agrumes comme on pouvait le faire à une époque. Donc ça revient en force et puis on a vu hein, récemment avec des comparaisons concernant les tableaux statistiques des valeurs nutritionnelles des aliments 2020 versus années 50, on voit à quel point la densité micronutritionnelle a chuté. Après, il y a le fer chez les femmes, très souvent. Chez les femmes uniquement en âge de procréer qui ont leur menstruation. Ouais. La vitamine B12 de plus en plus parce qu'on est dans une société qui se flexitarianise, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas comment on Ouais. Ouais. dirait. Tu Et manges de puis, moins de temps. voilà, exactement. Donc, ouais, je pense que c'est les principales. Après, il y en a d'autres, mais les principales. Le zinc après 50 ans. Ok. T'as pas l'air pour de manger moins de viande. J'ai vu à ta tête. Non, non. Euh, Ah si, en vrai, c'est intéressant d'expliquer pourquoi, pour que les gens J'ai comprennent. un discours très modéré. En fait, euh, c'est d'ailleurs peut-être ce qui fait que je suis pas dans les top tendances Instagram, c'est que j'ai un discours qui est très modéré. En fait, ça dépend de quelle partie de l'animal on mange, quelle viande on mange, quelle fréquence, quel âge on a, est-ce qu'on est un homme ou une femme,
quelle est notre génétique aussi, quelle est notre tolérance vis-à-vis des acides gras saturés. Tout ça, c'est très individuel. Maintenant, si on parle d'une personne qui est très bien adaptée enfin, qui est très bien optimisée pour les graisses saturées, qui va consommer de la viande rouge de qualité, chez une femme en plus de ça qui est en âge de procréer, donc qui a des menstruations et qui a besoin de refaire ses stocks de fer, en fait, il y a en théorie pas de problème à en consommer un petit peu tous les jours. Le problème, il vient toujours des excès et il vient aussi de la transformation des aliments. Mm. Un animal qui a été en pâturage toute l'année, il va faire beaucoup moins de graisse oméga 6 parce qu'on lui a pas donné de céréales, beaucoup moins d'acide arachidonique que d'oméga 3 par exemple. Euh, il y a toutes ces choses à considérer. Aujourd'hui, on veut absolument avoir une réponse claire. En fait, on a remplacé la religion par le dogme de la science où il faut absolument être positionné. Ça, enfin, non, la vérité, elle est toujours entre les deux, je pense. Ouais, non, mais c'est super intéressant quand même. Au final, tu as vu, quand je t'ai demandé les carences les plus répandues, tu m'en as cité pas mal. Donc, je pense que, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi en fait il y a autant de carences? Parce que beaucoup de gens, et à juste titre, je comprends, disent, mais ils faisaient comment avant? Alors avant, il n'y avait pas de prise de sang pour le savoir. Et puis, au début du XXe siècle, en France, l'espérance de vie, elle était à 47 ans. Donc, on va dire que Ouais. aujourd'hui, on est des pourris gâtés de la santé. C'est-à-dire que on va chercher à tout optimiser. On est dans le anti-âge, on est dans le biohacking, Ouais. on est dans la longevity, tu vois. On veut tous vivre plus de 120 ans. Et donc, on va chercher des micro-détails. Moi, le premier. Mais je sais que à l'extrême, ça peut être problématique et ça peut être contre-productif. Donc, les carences aujourd'hui, sans doute qu'il y en a plus pour certains micronutriments, mais avant, on va dire que c'était pas des carences micronutritionnelles, c'était d'abord des carences macronutritionnelles parce qu'on mangeait pas assez de protéines. On n'avait pas assez d'apport protéique dans son assiette. On avait potentiellement, en fonction de la période de l'année, pas assez de calories, tout simplement. Et donc, forcément, il y avait les carences micronutritionnelles qui en découlaient. Par contre, quand on mangeait, quand on avait accès à des calories, on avait accès à des calories qui étaient très denses micronutritionnellement. Alors, j'étais pas là pour le savoir, mais il n'y avait pas la monoculture, il n'y avait pas l'agriculture intensive, donc n'importe quel animal qu'on allait consommer avait mangé en théorie sur un sol Ouais. qui était riche en micronutriments. Nos fruits, il n'y avait pas de sélection, il y avait donc ils étaient forcément denses micronutritionnellement. On était obligé de manger des fruits de saison. On pouvait pas importer des fruits qui venaient, je sais pas, de l'Équateur, donc qui avaient été cueillis avant la maturité et puis complètement dépourvus de vitamines entre le moment où ils ont été cueillis et le moment où ils arrivent dans notre assiette. Donc forcément, la densité micronutritionnelle était beaucoup plus importante, mais les problématiques étaient sans doute plus liées à un manque d'apport calorique. Donc aujourd'hui, est-ce que j'aurais préféré vivre avant que maintenant? Pas sûr, parce qu'aujourd'hui, on peut manger à n'importe quelle heure de la journée. On a des applications pour commander à manger, c'est un problème. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de calories avec une densité micronutritionnelle qui a chuté et ça devient problématique. Parce qu'on a des carences, par exemple, en France, on a vu en 2023 qu'il y avait des cas de scorbut qui revenaient, pour reprendre Ouais. l'exemple de la vitamine. C'est fou, hein. Mais c'est super Mm. intéressant ce que tu dis parce qu'il y a même beaucoup de gens, tu sais, là on parle plus de micronutrition, mais tout ce qui va être optimisation du sommeil avec des objets connectés, une bonne literie et tout, il y a toujours des gens qui disent ouais mais avant ils faisaient comment, c'est pas utile. Mais comme tu dis, avant ils mouraient jeunes, pas sûr qu'ils avaient la force de faire, on va dire, plein de projets en même temps, parce qu'en fait c'était plus une question de survie. Survie, Ouais. exact. En fait, Et on n'a pas les mêmes niveaux de vie. On a des trucs qui se sont améliorés, des trucs qui se sont empirés, mais du coup, avec la technologie, on essaye justement d'améliorer les niveaux de stress qui sont de plus en plus élevés aujourd'hui, l'environnement qui est différent et donc du coup qui stresse l'organisme et qui nous fait perdre en micronutriments et donc en énergie, etc. Donc c'est vrai qu'en fait, ces technologies-là, ces fameux biohacking, c'est vraiment en fait l'optimisation de notre mode de vie pour nous aider à pallier certains manques qu'on peut avoir aujourd'hui avec notre vie moderne. Et comme tu l'as dit, le tout, c'est pas de revenir en arrière. On est très Mm. content Ouais. d'avoir de l'électricité, de pouvoir manger à n'importe quelle heure. Mais c'est juste de comprendre qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour améliorer justement notre santé. Voilà, avec des choses modernes, malgré le contexte qu'on a aujourd'hui, quoi. C'est ça qui est fou, quand Mais même. on est devenu pas des sales gosses, mais enfin, moi je l'assume, mais regarde, on est dans un pays où toi, par exemple, Meryl, tu peux aller te faire les ongles. Tu as le temps d'aller te faire les ongles. Nous, on a le temps d'aller chez le barbeur. Il y a des barbeurs dans les rues, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui t'accueillent pour te tailler la barbe au millimètre près. Ça veut bien dire qu'on n'a pas de problème. Tu vois, si dans un pays en guerre, il n'y a pas de barbeur. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est pas la priorité. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance, mais ces outils-là de biohacking, moi je trouve que, comme tu viens de le dire, Meryl, c'est hyper pertinent parce qu'on est obligé, on est arrivé par exemple aujourd'hui, ne serait-ce que le fait de compter ses pas, c'est presque
c'est presque obligatoire si on veut pas être en excédent calorique, si on veut pas prendre du poids. Et donc, on a besoin potentiellement de ces outils parce qu'on a un mode de vie qui est ultra sédentaire. Là, on est assis, on parle, on va parler pendant 1 heure et demie. On est complètement assis, notre dépense énergétique, elle est limitée à notre activité cérébrale. Là, nous, on s'est mis debout pour le Ouais, podcast. nous on est debout là. Non, mais après, toi, t'en déplaces. Tu vois, on se dit autant se mettre debout. Mais t'as raison. Est-ce que du coup, tu utilises des objets biohacking, tu vois, je sais pas, des montres connectées, des choses comme ça, ou pas trop? Zéro. Zéro. Alors, je vais te dire, en fait, si je déteste. Alors, je crois que ma femme m'a acheté une montre connectée, un truc pour Noël. Je vais être très content de l'avoir. Je vais être très content. Donc, si j'en parle sur Instagram, ce sera pas un partenariat, mais du coup, je sais pas quand est-ce que sortira le podcast. En tout cas, pour le moment, je déteste être connecté. Ok. C'est-à-dire que j'ai un podomètre, c'est un podomètre Décathlon, petit truc carré, on a l'impression que c'est un beeper, c'est-à-dire que quand Ouais. je le mets dans, tu vois, au niveau de ma ceinture, les gens ont l'impression que je suis retourné dans les années 80 quand les gens avaient un beeper, tu vois, quand il n'y avait pas de téléphone portable. J'aime pas avoir mon téléphone sur moi tout le temps, donc j'ai un podomètre vraiment old school que je porte sur moi parce que j'aime pas les ondes. Les écouteurs, j'ai que des écouteurs filaires. Je suis déjà sur mon ordinateur, donc le reste du temps, je veux être pieds nus, sans aucune onde, et je vais être déconnecté. Mais en théorie, oui, c'est intéressant de traquer. Tu sens les ondes ou C'est c'est la plus nouvelle. que tu sais que ça peut avoir des effets négatifs et donc tu veux t'en détacher? Je sais pas si je les sens, mais demain, si je vais dans un centre commercial avec tout un tas de lumière, tout un tas de connexions Wi-Fi, oui, je commence à avoir mal à la tête. Quand je suis pas trop loin d'une antenne relais, oui. Alors, est-ce que entre ce qui est psychosomatique, je peux pas t'apporter la preuve que c'est réel. En tout cas, c'est mesurable. Donc Mm. oui, c'est réel. Est-ce que c'est est-ce que je somatise? Est-ce que c'est l'effet nocebo ou est-ce que c'est réel? Je sais pas. Mais en tout cas, l'effet des ondes sur le cerveau, il est réel. T'as raison et ce que tu dis sur les supermarchés, je l'ai vécu une fois. J'avais raconté ça à c'était quoi, un neuropsychologue? Ouais. Il m'avait dit, t'es juste hypersensible. Et j'avais dit, je pense qu'il y a une différence entre être hypersensible et d'être dans un environnement totalement artificiel. Ouais, qui t'agresse. Complètement. Tu vois, donc Mais même l'hypersensibilité, en fait, pourquoi ce serait décorrélé de la physiologie? non, je sais Hyper, pas. En fait, il a tout de suite posé un diagnostic. Or, pour moi, ça me semble pas incohérent de se sentir mal quand il y a des lumières artificielles, odeurs artificielles, bruit artificiel et des publicités de partout, les écrans qui te cassent la tête. mais ça peut s'expliquer même, tu vois, par la sursollicitation du système nerveux, auditif, sonore, sensoriel, l'odorat qui travaille aussi. Donc, c'est logique en fait qu'au bout d'un moment, tu sois épuisé par toutes ces sollicitations. Mhm. Non, mais c'est sûr. Et du coup, si t'es anti-objet, peut-être des choses qui peuvent substituer ton quotidien, par rapport à la micronutrition, est-ce que t'es pour ou contre les compléments? Ou t'es à fond alimentation et t'es d'aller chercher des super aliments? Alors, j'ai été anti-complément alimentaire quand j'ai commencé et j'ai été dans la croyance qu'on pouvait tout optimiser. Mm. Euh, Et en fait, j'ai commencé à prendre mes premiers consultants en 2017-2018 Ah ouais. je faisais des bilans systématiques et aujourd'hui, j'ai vu entre 5000 et 7000 personnes différentes et j'ai fait plus de 10 000 consultations. Donc, j'en ai vu passer des tonnes et des tonnes de bilans sanguins. Et en fait, c'est le pragmatisme qui m'a fait comprendre. C'est pas les études, c'est pas l'étude Suvimax, parce que oui, j'avais accès à toutes ces données sur le fait que oui, on est carencé, etc. Mais c'est vraiment la preuve sur les bilans, sur des années, de voir que même avec une alimentation optimale, même sur mes bilans, bah, on n'atteint pas les taux optimaux en tel ou tel micronutriment. Donc aujourd'hui, je suis devenu fan des compléments alimentaires. Alors je dois être totalement transparent, j'ai un conflit d'intérêt parce que je suis ambassadeur d'une marque. Donc comme j'ai un conflit d'intérêt, c'est vrai qu'on pourrait se dire oui, il veut absolument que les gens consomment des compléments alimentaires. Mais en fait, j'ai commencé à être ambassadeur de cette marque il y a seulement 1 an et ça fait 4-5 ans que j'en fais la promotion des compléments alimentaires. Bah non. T'inquiète, on a le même conflit d'intérêt parce que les gens disent vous avez créé votre marque, mais moi je prends du zinc depuis que j'ai 14 ans parce que tu sais, j'ai eu beaucoup d'acné, etc. Et en fait, je pense qu'en France, on voit trop vite le conflit d'intérêt alors qu'on se dit pas, tiens, William, il parle de compléments positivement parce qu'il en est vraiment convaincu et autant s'associer tu vois, à une marque. Exactement, exactement. C'est dans ce sens-là. Mais c'est vrai je préfère le dire, je préfère être transparent parce que les gens pourraient se dire, bon, bah, en fait, il veut absolument vendre des compléments. Là, j'ai rien à vendre, hein. Oui, parce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est essentiel. C'est essentiel et en plus, même si c'est pas essentiel, il y a plein de problématiques qu'on peut corriger. Prenons un exemple très simple, une femme qui a des infections urinaires. Euh,
ce qui marche le mieux, c'est le démanose et l'extrait de canneberge. Donc, c'est des compléments alimentaires. On va en pharmacie, ça se trouve, on trouve des compléments avec des mix huiles essentielles, etc. Ça reste des compléments alimentaires. C'est hyper efficace, ça évite aux femmes de prendre des antibiotiques, ça évite les récidives, ça évite la résistance antibiotique. Ça coûte quasiment rien. Là, on a un autre niveau d'action des compléments alimentaires. On peut utiliser des compléments alimentaires bien ciblés pour de la thérapeutique. C'est hyper efficace. Donc, ouais, c'est essentiel pour éviter les carences, mais c'est ensuite hyper utile pour optimiser tout un tas de choses. Ouais, t'as parlé des femmes, on viendra après sur les sujets de santé féminine parce qu'on sait que t'es aussi bien calé sur ce sujet. Tout à l'heure, t'as dit quelque chose, j'ai oublié de le relever, t'as dit le magnésium est trop compliqué à faire tester, du coup, je le recommande quoi qu'il arrive quasiment. Ouais. Et tu vois, nous, si on tient ce discours sur les réseaux, il y a plein de gens qui disent, bah non, on peut pas savoir et tout. Et toi, t'es en mode magnésium, allez, dans 90% des cas, je le recommande quoi qu'il arrive. Comment ça se fait? 100%. Mm. 100% des cas. Parce qu'en fait, le 100%. magnésium, premièrement, c'est un complément bon marché. Même dans les bonnes formes, ça reste très bon marché. Je donne de la vitamine D quasiment à toutes les personnes qui viennent me consulter. Parce que personne n'atteint les taux normaux, sauf à moins d'habiter vraiment au soleil et de s'exposer régulièrement. Donc je donne quasiment systématiquement vitamine D. Et pour l'activation de la vitamine D en forme active, on a besoin de magnésium. Donc je ne vais pas prendre le risque que la personne ait des taux de magnésium faibles et qu'elle vienne créer une carence, un déficit en magnésium en forçant l'activation de la vitamine D. Qui plus est, le magnésium, chez une personne qui transpire, qui est sportive, les dépenses sont importantes. Alors on va dire oui, mais super, on en trouve dans l'alimentation. Ok, mais qui consomme suffisamment de magnésium aujourd'hui? Pas beaucoup, comparé à tout le stress qui vient dépléter les réserves de magnésium, comparé à la caféine que les gens prennent. Donc, et puis, au pire des cas, je me suis trompé, la personne n'avait pas besoin de magnésium. C'est pas grave, c'est hydrosoluble. C'est-à-dire que ça s'élimine dans les urines. Et donc, il n'y a aucun problème au niveau d'un stockage excessif de magnésium. C'est pas toxique, même à très haute dose. Éventuellement, ça va donner des diarrhées. C'est d'ailleurs une stratégie qu'on peut utiliser en utilisant du citrate de magnésium à haute dose ou de l'ascorbate de magnésium pour pouvoir provoquer une selle un peu plus molle chez une personne qui est constipée. Donc, en fait, on n'a que les bénéfices. Ouais. Ouais, comme tu dis, et puis en fait, généralement, quand les personnes essayent ce genre de compléments alimentaires qui sont essentiels pour nous aussi, tu vois, comme les minéraux ou la vitamine D, tout ça, en fait, tu reviens jamais en arrière parce que tu te rends compte à quel point quand tu prends les bonnes formes, mais tu te sens mieux, t'es moins fatigué, moins stressé, t'es plus apaisé, t'as plus d'énergie au quotidien. Et ça, on le voit que de plus en plus de personnes ont de moins en moins d'énergie parce qu'il y a des niveaux de stress très élevés, on récupère pas assez, on mange pas assez de super aliments, on n'a pas assez justement de nutriments, et donc du coup, le niveau de fatigue est de plus en plus bas et on normalise aussi ce niveau d'énergie. Et nous qui optimisons aussi notre santé, qui prenons des compléments alimentaires, qui dormons bien, etc., qui avons une bonne hygiène de vie, on se rend compte à quel point on a des niveaux d'énergie hyper hauts. Et tout à l'heure, tu disais, à l'époque, ils ne pouvaient pas se dire je dois bosser sur ce projet-là, ce projet-là. Aujourd'hui, on peut bosser sur 3 projets sans être en burn-out, tu vois. Et ça, c'est vrai qu'on se rend compte à quel point c'est une force de fou. Et c'est aussi pour ça que nous, on est dans la santé. Et je pense que c'est aussi pour ça que tu fais ce métier-là, parce que tu te rends compte que c'est un pouvoir tellement fort d'être en bonne santé que c'est un trop de trucs. C'est ça, exactement. C'est quand tu sais, on va dire, optimiser ta santé, quand tu vois l'énergie que tu peux avoir. Moi, j'étais constamment épuisé avant. J'étais coach sportif. J'étais dans un corps d'une personne de 40 ans quand j'avais 20 ans. Vraiment. Je me le disais tout le temps. Je me disais, ouais, c'est sûr, je vais pas. Je me disais même quand est-ce que je vais arrêter de faire ce métier parce que je sens que je suis en train de me cramer. Incroyable. Et à l'époque, bon, il n'y a pas que les compléments alimentaires, bien évidemment, mais j'optimisais pas mon rythme de vie. Et quand j'ai commencé à changer tout ça, j'ai eu l'impression en fait, à 34 ans aujourd'hui, je me sens en meilleure forme que quand j'avais 20-25 ans. Vraiment. Ouais, je te comprends, surtout que tant qu'à fait le BPGEPS et tout, je trouve que les coachs sportifs, quand ils ne sont pas formés en nutrition, tu vois, parce que moi j'ai fait ces études aussi, honnêtement, bon, tu comprends que les chips c'est pas top et que riz d'Inde c'est bien, mais ça s'arrête vraiment là. Tu parles micronutrition dans un fitness park classique, ils vont travailler avec des yeux en mode, ben, donne-moi de la créatine et de la whey, je caricature à fond, hein. Mais c'est un peu l'idée quand même. C'est le cas. Après, c'est en train de changer. À Ouais, l'époque, je me souviens quand j'étais formateur BPJF, il y avait des élèves qui faisaient la formation bayésienne. ouais, je l'ai Euh, faite. Tu l'as faite, voilà. Et cette formation, déjà, elle amenait quand même une belle structure. Et donc, il y avait de plus en plus de coachs qui faisaient cette formation et donc qui élevaient le niveau, que ce soit en nutrition ou en entraînement. Donc, ça a tendance ça change, hein, ça change, mais c'est incontournable. Aujourd'hui, en tout cas, si tu passes un BPJF, si tu veux devenir coach sportif, d'avoir, allez, une formation, on ne te demande pas de faire ça à temps plein, mais d'avoir des bonnes bases en nutrition. Ouais. Sinon, L'un ne va pas surtout que sans l'autre, en fait. Comme tu dis, c'est ça, et la c'est une majorité des gens santé viennent. globale. Mm. Et toi, c'est quoi ta routine, on va dire, complément?
Est-ce que t'es le genre, t'en prends 3 ou t'en prends 40 comme Brian Non, non, Johnson? non, 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 non. En fait, ça va dépendre des périodes, ça va dépendre des saisons, ça va dépendre de mon niveau enfin de ma charge de travail. En règle générale, je vais tourner sur trois quatre compléments Ok. un peu toute l'année, et puis après, je vais optimiser. Je vais prendre de la vitamine D. Alors la vitamine D, je la prends. J'habite au Portugal, donc j'ai commencé à la prendre début novembre seulement. Ok. Je la prends de novembre à peut-être mars. Je vais prendre du magnésium tous les jours. Je vais prendre un complexe multivitamine. Alors ça dépend de la période. Il y a des moments où je vais faire des complexes spécifiques mitochondries, d'autres plus légers. Des fois, je vais prendre des complexes qui sont déjà assez complets, multivitamines. Je dis n'importe quoi pour booster la testostérone. Mais ça reste une base de multivitamines. À côté de ça, il y a de l'iode et puis il y a toujours de la vitamine C. Et ça, c'est, on va dire, mes 5 basiques. Et après, je vais m'amuser. Et c'est pas forcément ce que je recommande aux gens, mais moi je vais tester des choses. Par exemple, je me fais une cure de bleu de méthylène régulièrement depuis maintenant 2 ans. Je vais en faire peut-être tous les 3 mois, je vais faire 2, 3 semaines comme ça, quand j'ai besoin de booster un petit peu mes capacités mitochondriales, si je peux dire, et ça je le vois direct sur ma capacité de travail. Il y a plein de choses, de petits hacks que je vais essayer de mettre en place. Je peux prendre des compléments pour le sommeil si je suis dans une période compliquée, je peux prendre des choses pour le stress. Voilà. Ouais, c'est l'avantage des compléments, c'est qu'il y a des compléments qui sont plutôt sur le long terme et que tu vois pas. Il y en a qui vont pas voir les effets tout de suite et généralement tu les vois quand tu arrêtes, mais quand tu les prends, tu te rends pas forcément compte. Et c'est vrai qu'il y a des compléments alimentaires qui ont des effets court terme avec les plantes adaptogènes, d'autres molécules qui peuvent être vraiment intéressantes. Et c'est ça en fait, comme tu dis, et que les compléments, limite, c'est pour toi, c'est l'amusement quoi. Parce que tu C'est peux. ça. Non, mais c'est vrai que tu peux tester plein de trucs et tu te rends compte que, bah, comme tu dis aussi, avant d'être dans la toxicité, dans la surdose et tout, on a le temps, donc ça peut être intéressant selon nos besoins du moment de tester plusieurs choses, quoi. Et puis, si tu parles de toxicité, de surdosage, quand tu es sur les référentiels français, vous êtes, votre marque, elle est en France. Ouais. Mm. Voilà, donc, va faire du surdosage avec les valeurs nutritionnelles françaises, où déjà on te met pas mal de bâtons dans les roues pour que tu ailles chercher des doses efficaces. Ah oui, ça c'est. Bah ça, je le sais, j'en parle et je l'avais vu. J'avais été à un salon des compléments et il y avait un médecin qui était sur les compléments alimentaires. Il me dit aujourd'hui, la dose de vitamine D qu'on donne à des adultes, ça devrait être la dose pour des enfants. Ouais, ouais. Et il a raison, mais c'est qu'en France, on est tellement précautionneux et surtout que la prévention n'est pas forcément mise en avant parce que c'est peut-être pas aussi rentable par rapport au curatif. Et du coup, bah, malheureusement, les gens ont quand même peur alors que, comme tu dis, les doses qu'on donne sont déjà pas hyper élevées et que selon les moments de ta vie, tu peux en prendre plus et ça va bien se passer. Nous, la vitamine D, on en prend plus, le magnésium aussi. Bon, Ouais, voilà. Bon, vitamine D. après, c'est à vous de faire l'éducation avec Ah, mais votre audience. c'est ce qu'on fait, Voilà. c'est ce qu'on fait. Mais c'est que les gens en général ont peur parce qu'on leur fait peur aussi, tu vois. Mais t'as raison, William, Parce que, hein. Vas-y, je t'en prie. non, vas-y, vas-y. Bah, t'as raison aussi sur les normes françaises parce que je prends l'exemple aux US, on peut préconiser 10 milligrammes de mélatonine par jour. En France, c'est 1,9. Je pense qu'honnêtement, aux US, 10 c'est un peu abusé, on est d'accord. Pour autant, ce que je veux dire, c'est que foncièrement, biologiquement, entre un Américain et un Français, il n'y a pas nécessairement, enfin, une raison biologique qui fait qu'il y en a un qui peut prendre 5 fois plus de mélatonine. Donc c'est là que Ouais, tu il y en a aucune. du... C'est ça. Et c'est aussi d'ailleurs un argument que les détracteurs de la micronutrition vont utiliser pour dire que les compléments alimentaires marchent pas. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser, ils vont faire référence à des doses microscopiques inefficaces, ou bien ils vont prendre des exemples sur une personne, sur l'efficacité d'un nutriment qu'il aurait pu avoir sur une carence chez une personne qui n'est pas carencée. Mm. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux d'action. Il y a la personne qui est carencée, on va remplir sa carence, et là, on peut vraiment voir des choses énormes qui se passent. Puis après, il y a la dose d'optimisation, et ces doses d'optimisation, bah, c'est pas les apports journaliers recommandés, évidemment. Et après, par rapport à la mélatonine, par rapport à l'exemple que tu as donné, les Américains, pour le coup, ils sont pas assez précautionneux. Oui, oui, Tu vois. Il Oui. y a des doses qui sont potentiellement toxiques sur certains micronutriments. Il y a déjà eu des accidents, donc je trouve il carrément. faut faire attention quand même. Et j'adore la vision que tu as eue de je m'amuse un peu aussi parce que c'est vrai que la santé, on le voit toujours comme quelque chose comme de très sérieux. Mais de la même façon que tu vois, on s'amuse au sport, on peut s'amuser aussi côté complément. Est-ce que côté nutrition, tu t'amuses aussi? Est-ce que tu te dis j'ai toujours le même petit-déj, je fais globalement les mêmes repas et de temps en temps je vais tester des nouvelles diètes, des choses comme ça? Ou sur ça, tu es plutôt toujours la même chose? Ah, moi, je pense que je suis comme plusieurs autres naturopathes ou personnes dans la nutrition. J'ai tout testé. J'ai testé vraiment tous les régimes. Je suis pas allé dans les extrêmes, mais j'ai testé pas mal de choses.
Et aujourd'hui, en fait, c'est assez cyclique, c'est-à-dire que j'ai ma base, je mange, on va dire, comme un être humain normal. Et puis, il y a des périodes où je vais tester tel ou tel type d'alimentation parce que j'ai envie de l'expérimenter, j'ai envie d'expérimenter les bienfaits, mais aussi voir les limites. Et après, je reviens toujours à un équilibre qui est quelque chose qui ressemble à une diète méditerranéenne, en fait. Ouais, j'ai l'impression que de toute façon, c'est The Diet un peu parce que déjà, elle permet tout. Ouais. Techniquement, elle permet même l'alcool et les pâtisseries. Mm. Tu vois, dans la pyramide, c'est une fois par mois et tout. Et j'ai l'impression que c'est une diète qui est aussi facile à avoir socialement. C'est exactement ça. C'est qu'elle est facile à avoir socialement et que dans cette diète, bon, imaginons que tu es convaincu de la diète cétogène, tu es convaincu du frugivorisme ou du végétarisme pour la santé. Tu es convaincu de ça. Sauf que il y a toujours des avancées scientifiques, on découvre toujours des choses, et si ça se trouve, tu t'es complètement gouré, et si tu la prends 10 ans plus tard, bah, tu as fait 10 ans d'une diète potentiellement extrême, Mm. avec tous les inconvénients possibles. Si tu restes dans quelque chose d'équilibré, bah, tu sais, c'est comme l'investissement, quand tu investis, tu sais, le DCA, quand tu investis un peu tous les mois, bah, tu subis pas les tendances de marché, Ouais, tu ouais. vois. Donc quand il y a des pics, c'est pas grave, t'as acheté haut, mais quand il y a des downs, t'as acheté bas. Et en fait, si tu fais la moyenne de ce que t'as investi tous les mois pendant des années, finalement, tu restes plus rentable que le marché. Et bah, c'est exactement pareil. Si tu fais quelque chose d'assez normal, d'assez standard, t'as moins de chances de te tromper. Et potentiellement, il y a une personne qui a découvert la meilleure diète possible et qui va gagner 10 points de vie en plus que toi, mais t'auras pas risqué d'être Dans l'autre sens, ouais, ouais. dans le sens, tu vois. Voilà. Et au Portugal, c'est comment leur côté alimentation? Parce que en France, un avantage, c'est quand même qu'on a plein de bons produits. Mm. Nos supermarchés vendent du coca comme tout le monde. Mais voilà, je trouve qu'on a quand même des bons produits. C'est comment à l'étranger? Alors, le Portugal, maintenant, ça fait 1 an et demi que j'y suis. L'accès à la nourriture, il est un petit peu moins riche qu'en France par rapport aux produits, enfin à la diversité dans les supermarchés, mais globalement, à moins que tu sois fan de tel ou tel produit transformé, etc., on s'en fiche un petit peu. Moi, ma base alimentaire, c'est quoi? C'est des végétaux, des céréales, du poisson, de la viande, des œufs. Bah, il y a tout ça. La viande, elle vient des Açores. Elle est donc la majorité. Enfin, c'est presque normal de manger de la viande nourrie à l'herbe au Portugal parce que Ok. il y en a partout. Tu manges de la angus à 20 euros le kilo. Mm. Euh, tu manges du poisson. Enfin, tu vois, quand tu vas dans un restaurant, tu prends ta dorade entière, ça te coûte 14-16 euros et moins, ça dépend où tu habites. Donc, tu as des produits de la mer, tu as des produits de la mer toute l'année. Voilà, surtout que bah, tu sais, le Portugal, tout le monde est vers les littoraux. Donc, tout le Mhm. monde habite sur la côte. Donc, tu peux manger des poissons, tu as des fruits toute l'année, des fruits locaux, des fruits de saison, tu as des végétaux. Donc, en fait, tu manges très très bien parce qu'il y a le climat, il y a l'accès à la mer et la viande, elle vient des Açores. Donc, c'est le Portugal et elle est nourrie à l'herbe. Donc, tu peux vraiment te régaler. Trop bien. Et parce que tu as dit que tu avais des enfants aussi. Est-ce que pour tes enfants, tu essaies de leur inculquer aussi une bonne nutrition? Parce que je sais que pour certains parents, c'est assez dur, ils ont envie, mais ils savent pas trop comment s'y prendre. C'est quoi un peu ton point de vue là-dessus en mode expérience personnelle? C'est une bonne question. Euh, Avant d'avoir mes enfants, je m'étais dit, ouais, je vais tout optimiser, etc. Et puis après, tu as le mur du réel qui te vient en pleine face. Donc, moi, mes filles à la maison, on mange tous bien. Donc, il n'y a pas d'aliments ultra transformés. Si, il y a peut-être des petits bonbons dans le placard, il y a peut-être des sucettes, mais il n'y a aucun problème, si tu veux. Par le fait qu'elles ont pas d'interdit et que on les a habituées à manger bien depuis petites, matin, elle mange des œufs avec une tartine sur laquelle il y a du miel. Donc il y a la tartine, il y a le miel. Bon, c'est du pain sans gluten ou du pain fermenté, mais elle mange des œufs le matin. Et, C'est elles vont bien. manger des protéines à tous les repas. Elles vont manger un petit peu de légumes. Elles vont râler les légumes. Mais bon, voilà, après les aliments ultra transformés, elles les mangent quand elles sont dehors et c'est ok quoi. Au restaurant, il y a une glace en dessert. Ouais. Puis elles prennent leur complément alimentaire sous forme de gummies. Et elles me disent, C'est vrai? ah, j'ai pris ma vitamine C, j'ai pris mon iode. Elles ont 4 et 5 ans, elles savent ce que c'est l'iode, elles savent ce que c'est la vitamine D, elles savent ce que c'est les oméga 3. Mais du coup, t'es pour les compléments pour enfants? Ouais, ça dépend ça dépend des. Alors les gummies, c'est vrai qu'il y a eu il y a pas un scandale, mais il y a une polémique autour des gummies parce que la majorité des gummies sont mal formulées, elles sont pleines de sucre. Mhm. Ouais. C'est vrai. Ouais, ouais. Mais en fait, il y a des laboratoires qui font des super gummies avec très peu de sucre, avec aucun additif, avec des doses de nutriments hyper intéressantes. Et quand c'est bien formulé, bah pourquoi pas. Moi, mes filles, elles sont super contentes de manger leurs bonbons tous les jours. Sauf qu'en fait, je les arnaque un petit peu, c'est des compléments alimentaires. Ah, mais c'est génial. J'adore en plus la vision que tu as de c'est ok, il y a des sucettes à la maison, à l'intérieur c'est transformé. Parce que je pense que justement, si tu étais trop carré, le jour où elles ont leur indépendance et leur carte Mais bleue, c'est ça.
Bah ouais, Tu, ça va être le tu- carnage, quoi. TCA et tout C'est le, vrai. tout le, tout le, tout ce qui va avec, quoi. Et puis, je veux vous dire, au Portugal, il n'y a pas d'enfants obèses. Alors, elles sont dans une grosse école. Ça porte de la maternelle jusqu'au lycée. Là, récemment, il y avait un spectacle de fin d'année. Il y avait toute l'école qui était réunie. Il y avait peut-être une fille ou deux filles en surpoids Ah Ouais. ouais? sur toute l'école. Ah ouais. Donc, en fait, il y a la culture du sport. Ça, Ils c'est bougent bien. tous Bah, les jours. Alors, déjà, on est dehors tout le temps. On est dehors tout le temps. Donc, elles sont toute la journée dans la récré. Ça bouge tout le temps. Elles ont 3 heures, 4 heures de sport par semaine. Les enfants, ils vont à la plage. Après les cours, on va à la plage. Enfin, on est tout le temps dehors, donc c'est pas le même mode de vie. Donc forcément, la dépense énergétique, et c'est ce qui fait la différence. Quand on est en... Alors, il y a les caries, etc. Bien sûr, faut pas abuser des aliments ultra transformés, et ça, on le fait pas. Mais c'est vrai que le sucre, c'est un vrai problème chez les enfants pour l'attention, etc. Mais un enfant qui se dépense, qui fait monter sa glycémie parce qu'il a mangé un peu trop de sucre, et qui se dépense, bah, c'est complètement compensé. bah On oui. oublie en fait le facteur activité physique. Si nos enfants bougeaient comme ce qu'on a pu faire il y a 30 ans, il y a 20 ans, on était tout le temps dehors. Moi, j'avais un parc de foot derrière chez moi et toute la journée, j'étais dehors. Il y avait ma mère, mon père qui m'appelait et qui criait William, tu rentres et tout ça. Enfin, tu vois, c'était. Et si on bougeait, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problématiques. C'est T'as sûr. raison, ça me rappelle un truc, une anecdote. J'ai un terrain de foot aussi à côté de chez mes parents. Et tu sais, il y avait plein de petits terrains. Et en fait, ils fermaient l'été parce que t'avais toujours un groupe de jeunes qui faisaient des soirées le soir. Résultat, tu te retrouves avec 4-5 terrains de foot qui sont fermés. Bah, du coup, tu fais quoi? Tu vas jouer à la play chez ton Ouais. pote. C'est ça. Et il me semble qu'au Portugal, en plus, parce que nous, on était allé à Lisbonne une fois, les rues, elles sont bien comme ça. Donc en fait, je crois que 10 000 pas, tu sais, ça équivaut à peu près à 300 cales. Nous, on était plutôt sur du 420, 450 parce qu'en fait, t'es obligé de te dépenser à fond, quoi. Ça monte, hein, Lisbonne. Mm. Bah, le Portugal, en général, c'est très vallonné. C'est Donc, très, oui. très vallonné, ouais. Ouais, c'est Exact. toute la différence en vrai. Le mouvement, ça on en parle aussi, tu vois, au-delà du sport, c'est juste d'être tout en action, bouger, marcher, se lever, etc. Chaque petit pas que tu vas faire au quotidien, un mouvement, bah, sur justement ton physique, ta santé, ton énergie, ça va faire la différence. Et comme tu dis, regarde, avec tes filles, bah, heureusement que c'est pas une sucette qui va ruiner tous les efforts, quoi. Si en plus elle court, bon, bah, la sucette, c'était un kiff comme ça, et c'est bon, tu vois, ça va rien faire sur leur santé. Et puis les enfants, ils doivent voir leurs parents bouger. Ah oui. Donc c'est à nous d'être des exemples. Voilà, il faut que ce soit normal. Moi, mes filles, quand elles nous voient faire du sport, c'est dans leur logiciel, ça y est. C'est-à-dire que papa, maman, ils font du sport quasiment tous les jours. Bah, il faut que je fasse mon sport. Les filles, elles Mm. me demandent quand je fais du sport, j'ai mon petit home gym, elles me demandent, papa, on vient, on fait les tractions. Donc, c'est juste une question d'environnement. Voilà, il faut qu'elle soit, enfin, là, c'est un conseil pour tout le monde. Il faut se mettre dans le meilleur environnement possible pour que ça devienne une normalité. Par exemple, si les baskets de sport, elles sont dans un placard tout en haut où on les trouvera pas, bah, si elles sont pas devant nos yeux, on va pas sortir aller marcher. Par exemple. Mm. Donc, du coup, toi, t'es plutôt team muscu, c'est ça le sport que tu pratiques? Alors, personnellement, moi, je fais de la muscu et du cardio. J'aime bien les sports de combat, mais j'en fais plus parce que j'ai envie de conserver mon cerveau, Après, tu peux en faire accessoirement. sans te faire taper aussi. Tu peux Ouais, juste mais taper. pas drôle. Oui, tu peux pas taper à un moment donné, à moins que tu sois super technique, mais ouais, non, j'aime bien les sports de combat, mais je me suis, on va dire, restreint à course à pied, natation et muscu. Ce qui est déjà bien. Ouais. C'est complet, quoi. Vous pratiquez quoi, vous? Ben, muscu comme toi. Mm. Euh, Muscu, moi j'avais fait de l'athlé, là j'avais... Mon stage c'était un peu plus compliqué, mais je m'étais lancée dans l'athlé, le sprint, mais après padel un peu aussi. Beaucoup padel. Ce que j'aime bien avec le padel, enfin des gens jouent ensemble, Mm. c'est que en fait tu t'amuses. Les gens ont aussi oublié de ça, tu vois, on parlait de nutrition. Faut aussi, je pense, prendre du plaisir dans ce qu'on mange, mais l'huile d'olive c'est délicieux en termes de goût et pour la santé. Tu vois, par exemple, le padel, on s'amuse et à la fin de la session, on a quand même brûlé 700 calories. Parce qu'on a couru C'est pendant 2 heures. physique. Mm. Et tu te dis, tain, je me suis amusé et en plus je brûle des cales. Donc, et en fait, les deux sont possibles, tu vois, t'es pas obligé de. Je dis ça parce qu'il y en a plein, ils aiment pas la muscu, ils se forcent, mais il y a plein d'autres sports qui existent, tu vois. Et on l'a vu avec les Complètement filles, raison. où il y a tellement de sports. C'est vrai que si, on va dire, si tu dois rentabiliser au maximum le temps que tu peux passer à l'entraînement, si vraiment tu es dans une stratégie d'optimisation, la musculation, je pense que c'est musculation combinée à des efforts cardio à intensité modérée et haute, c'est ce qu'il y a de mieux, plus ça Grave. marche. Mm. Maintenant, pour prendre du plaisir, c'est hyper important parce que c'est ce qui permet de maintenir l'effort. Et entre une personne qui va faire de la muscu pendant un mois et qui va abandonner parce que ça le saoule d'aller dans une salle de sport, et une personne qui va trouver un terrain de paddle à côté ou qui va jouer, je sais pas, tennis avec sa femme,
bah voilà, il n'y a pas photo. S'il peut maintenir l'effort sur le long terme, Les amis, n'oubliez pas que sur nutripreneur.com, vous avez 20% avec le code Corps Esprit 20. C'est valable une fois dans votre vie. Profitez-en pour faire le plein d'énergie, de santé et faire le plein à vos proches aussi. Et si vous êtes entrepreneur ou cadre et que vous avez besoin de perdre du poids et d'être remis en forme et d'être accompagné par des coachs, cliquez dans la description et voyez si vous êtes éligible pour le coaching Pareto Santé. Bah, c'est comme avec la nutrition. Au final, les gens, ils disent ouais, manger bien, c'est fade et tout, mais c'est sûr, si tu fais riz d'Inde tout sec, bah, en fait, ça donne pas envie. Rajoute des choses, tu mets, comme tu as dit, l'huile d'olive, même des sauces et tout, des épices, et mange pas un truc sec, et mange des choses qui ont du goût, surtout. Et là, tu te rends compte que tu peux vraiment te faire plaisir et kiffer, genre, ce que tu on n'a manges. pas tous besoin de préparer Mister Olympia. C'est-à-dire Ouais, que c'est clair. avant d'aller dans des trucs aussi rigides qui sont nécessaires, par exemple sur une diète hypocalorique où vraiment on est sur les derniers kilos, il faut vraiment optimiser, mais la majorité des gens qui veulent perdre du poids, elles ont un IMC bien au-delà de ce qu'il faudrait, et avant de se mettre à manger du riz sec, il y a plein d'autres efforts à fournir, plein d'autres choses à changer. C'est Et clair. justement, tu parlais de tes filles et tout, tu as dit faire du sport avec sa femme. Toi, tu as une grosse spécialité aussi pour la santé féminine. Qu'est-ce qui t'a motivé? Je suis pragmatique, hein, j'avais que des clientes femmes. Ok. Elles sont venues avec des problématiques. En fait, euh, j'ai toujours été entouré quasi que de femmes. Je suis issu d'une famille où enfin, j'ai que des sœurs, j'ai que des femmes dans mon environnement, j'ai 2 filles. Et par la force des choses, quand j'étais coach, je coachais que des femmes, Ok. quasiment que des femmes. Et c'était quasiment que de la perte de poids. Allez, à 80%, 90% de la perte de poids ou de la remise en forme. Et en fait, d'ailleurs, j'ai intégré la naturopathie parce que je voyais aussi qu'il y avait un frein, enfin, j'étais complètement freiné dans ma capacité à faire atteindre des résultats uniquement par l'activité physique. Donc, il fallait l'aspect nutrition, je me suis formé en nutrition, mais après, il y avait un problème, c'est qu'il y avait des femmes qui avaient vraiment des problématiques métaboliques, notamment des troubles thyroïdiens. Donc, je suis arrivé sur les hormones via les troubles thyroïdiens. Je me suis intéressé à ça à fond. Et puis j'ai remarqué que c'était quasiment que des femmes qui avaient ce genre de troubles. Et puis après, bah, de fil en aiguille, on s'intéresse au SOPK, on s'intéresse à l'endométriose, on s'intéresse à la ménopause, à la périménopause, aux fluctuations hormonales. Et donc en fait, si tu veux, c'est l'offre et la demande qui a créé ça. Si j'avais eu que des hommes de 60 ans avec des hypertrophies de la prostate, peut-être que je me serais spécialisé dans les problématiques de prostate. Même si, euh, en général, c'est des causes qui sont très similaires au SOPK féminin. Et selon toi, tout ce qui est endométriose, SOPK, thyroïde, c'est des maladies modernes ou ça a toujours été? Alors l'endométriose, ça fait longtemps, ça a été documenté depuis plusieurs siècles, hein. Simplement, aujourd'hui, on est dans un environnement, avec notamment tous les perturbateurs endocriniens, qui va complètement majorer ces problématiques-là. Donc oui, c'est des problématiques hormonales, et notre environnement aujourd'hui nous soumet un stress hormonal énorme, que ce soit par ce qu'on mange, les perturbateurs endocriniens, les médicaments qu'on prend, la pilule contraceptive par exemple, chez la femme. Alors, je ne suis pas en train de dire à toutes les femmes qu'il faut arrêter la pilule, simplement dire que c'est un vrai problème chez la femme concernant la santé des ovaires et concernant la santé à long terme, hein, ce petit médicament qu'on donne un peu comme un bonbon à toutes les femmes à partir de l'adolescence. Ça peut vraiment mettre en péril complètement la santé hormonale en tout cas. Il y a la question des carences, il y a la question du stress psychologique aussi, qui va avoir un impact plus important chez la femme, qui est beaucoup plus sensible au niveau de son cycle que chez un homme, où la fluctuation hormonale, elle a moins d'impact. Et donc, il y a toutes ces causes-là. Il y a aussi le fait de ne pas avoir d'enfants. Ça aussi, ça a un impact sur la santé hormonale féminine, ça a un impact sur le risque de développer telle ou telle problématique. Et on est dans des sociétés où les femmes font des enfants très tard. Mm. Il y a des causes sociétales, des causes biologiques, tout ça vient s'imbriquer. Et puis après, la question de la ménopause chez la femme, qui n'est pas une maladie, mais aujourd'hui, les femmes vivent longtemps. Donc ça devient un problème de santé publique, c'est-à-dire qu'une femme qui va vivre jusqu'à 85-90 ans et qui n'a pas considéré sa santé hormonale, bah oui, il va y avoir des problématiques qui vont potentiellement s'installer. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. On a réhabilité le traitement hormonal de la ménopause, notamment aux États-Unis. Ça arrive en France, alors que ce traitement-là, il a été diabolisé pendant plus de 20 ans. C'est en train de changer. Et est-ce que tu penses aussi que la santé féminine est plus complexe que la santé masculine? Parce que de l'extérieur, comme tu dis, rien qu'il y a le cycle, la ménopause, enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Ou en vrai, c'est juste qu'on est peut-être pas assez au courant de ce qu'il peut y avoir en santé masculine aussi. C'est une bonne réflexion. Je pense qu'il y a un peu des deux. Ok. Euh,
Donc il y a les fluctuations hormonales qui sont beaucoup plus présentes chez la femme, ne serait-ce qu'au travers du cycle menstruel, mais il y a la grossesse, il y a l'allaitement, il y a le fait que les femmes prennent la pilule, chose que les hommes ne font pas. Il y a la question de la fertilité qui est assumée par les femmes, pas par les hommes. Donc en dehors de la pilule, il peut y avoir le stérilet en cuivre, le stérilet hormonal. Donc il y a toutes ces choses-là qui font que les femmes sont plus soumises à de la pollution, à des problématiques qui sont aussi physiologiques. C'est-à-dire qu'une femme qui fait un enfant et qui allaite, elle va avoir une chute hormonale, il va y avoir la prolactine qui va perturber l'activité hormonale pendant peut-être 2 3 ans selon la durée de l'allaitement. Nous, les hommes, on a moins ça, mais on s'y intéresse moins. On s'y intéresse beaucoup moins, comme tu l'as dit. Et il y a ce côté un petit peu, je sais pas si c'est la virilité ou si c'est du déni, sur le fait que, bon, bah, en gros, l'homme traditionnel, il va pas se plaindre, et puis Ouais, s'il ouais, a une ouais. maladie, il va pas voir le médecin, il fait pas de prise de sang, etc. Alors c'est en train de changer. On est, les hommes, nous, on se féminise, et je le dis sans aucun problème. Je me féminise quand je vais faire une prise de sang pour chercher si tout va bien, de chercher à tout optimiser. Et on est aussi plus pragmatique, parce que bah, un homme en bonne santé, c'est un homme qui va pouvoir protéger ses enfants, éduquer ses enfants longtemps, etc. On n'est plus dans le même modèle que nos parents. Et ça, je suis très content d'être dans ce modèle-là. Hmm. Ouais, c'est d'autres niveaux de responsabilité, Ouais, ouais, du c'est coup. intéressant. Exactement. Mais tu penses que justement tout ce qui est endométriose, SOPK, ce genre de maladie, est-ce que pour toi c'est une fatalité ou justement avec une optimisation de la santé, tu peux vraiment t'en sortir et justement mettre fin à tout ça? Alors, il y a, j'ai pas envie d'être en mode vendeur de rêve en disant qu'on peut tout régler uniquement via la santé via les outils naturels. Mais c'est une réalité, on peut avoir un degré d'amélioration significatif, voire considérable. Il y a des femmes chez qui peut-être on va apporter que 20-30% d'amélioration. C'est déjà énorme. Et il y a des femmes qui sont endométriosiques, enfin qui ont de l'endométriose asymptomatique, qui ont mis en place tout un tas de changements et qui n'ont plus besoin de pilules, qui ne sentent plus leurs règles. Mais ça, il y a des milliers et des milliers de témoignages. Je ne parle pas de moi en particulier. Enfin, moi, j'ai accompagné plein de femmes là-dessus. Il n'y a rien de magique. En fait, ça paraît une évidence, mais ce sont des problématiques qui ont des causes. C'est pas ça tombe pas du ciel. Alors des fois les causes elles sont très difficiles à corriger, voire même difficiles à identifier. Mais quand on a compris plus ou moins l'environnement qui a créé cette problématique et qu'on met le corps dans le meilleur environnement possible, bah la nature fait que tout peut revenir dans l'ordre. Donc oui, il y a des améliorations significatives. Alors, après, chez certaines femmes, c'est pas suffisant, c'est pas possible, et il faut avoir recours à de l'allopathie. Moi, ce que je déplore, c'est le fait que, en général, c'est soit l'un, soit l'autre. Pourquoi ne pas combiner les deux et utiliser les forces de l'allopathie quand c'est nécessaire avec les forces de la naturopathie, enfin de la naturopathie, des médecines traditionnelles, peu importe. Sauf que, bah, en fait, il y a les deux extrêmes. Il y a la branche naturo-déglingo, ça c'est le terme de mon collègue Johan, et qui aime bien dire ça, le naturo-déglingo, qui va penser qu'il va pouvoir tout régler naturellement, sans prendre en compte que bah, il y a des points de non-retour, il y a des personnes qui sont dans des environnements qui font que euh, l'amélioration n'est pas possible dans l'environnement actuel, et donc il faut des béquilles artificielles en quelque sorte. Et puis il y a l'extrême de la médecine allopathique qui heureusement ne représente pas toute la médecine et qui n'a pas le monopole de la médecine, qui te dit que toutes les médecines alternatives c'est de la connerie, c'est pas evidence-based médecine, donc ça n'existe pas et c'est du charlatanisme et il faut l'interdire et c'est très dangereux. Voilà. T'as raison, j'ai l'impression en France surtout, c'est ou et pas avec. Les Exact. deux. Tu vois, on a un ami qui a eu à 28 ans un cancer, on l'a détecté un cancer de stade 4. Il s'en est sorti. Il était bien content d'avoir la médecine curative, mais il n'a pas pour autant arrêté de bien manger, tu vois, pendant le traitement. Tu vois, je caricature à fond, mais les deux allaient ensemble. C'est pas parce qu'il avait le curatif qu'il s'est dit, bon, ben, je peux dormir 2 heures par nuit. Non, au contraire. Mais bien dormir et bien manger ne suffit pas quand on te détecte un cancer de stade 4, tu vois. Et puis, il y a des choses qui, en plus des chimios, en plus de la radio, etc., peuvent faire des miracles. Aujourd'hui, il y a le protocole métabolique du docteur Laurent Schwartz. Alors, il est médiatisé, il en parle, mais aux États-Unis, il y a plein de choses avec notamment les antiparasitaires. Il y a plein de médecins qui parlent, qui montrent leur protocole et qui montrent avec preuve à l'appui qu'il y a une amélioration significative de tous les marqueurs tumoraux, etc. C'est juste que c'est pas encore assez standardisé.
Après, je ne vais pas rentrer dans le complotisme à outrance, même si je l'assume totalement, je suis un gros complotiste et il n'y a aucun problème. Ce terme-là, pour moi, c'est maintenant, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, un compliment plutôt qu'une insulte. Mais sans rentrer dans l'exagération, bah, je pense que ça n'a aucun intérêt pour l'industrie pharmaceutique de promouvoir ce genre de choses qui ne coûtent rien. Et c'est une réalité, ce sont des entreprises qui ont besoin de faire du chiffre d'affaires. Donc on ne peut pas leur en vouloir de ne pas s'intéresser à ça. Le problème, c'est qu'il y a une séparation entre l'État et l'industrie pharmaceutique qui est totalement opaque. Aujourd'hui, on le voit avec les SMS de van der Leyen, on ne sait toujours pas ce qui s'est dit, ce qui s'est échangé avec les laboratoires pharmaceutiques qui nous ont vendu nos inoculats. Mais est-ce que tu penses pas que, j'essaie de trouver l'entre-deux, tu vois, ces industries pharmaceutiques pourraient pas gagner autant d'argent si, par exemple, elles se disaient, bon, ben, pour leur santé, on va leur mettre dans le crâne qu'il faut tous les jours magnésium, zinc, vitamine C, vitamine D. Enfin, tu sais, je caricature un peu tout. Ou toi, maintenant que tu te connais bien, Il tu faut peux des dire, brevets, en fait. ok, L'industrie pharmaceutique, elle peut très bien gagner sa vie quand elle arrive à faire un brevet. Par exemple, demain, elle te brevete une molécule de magnésium et ils arrivent à te prouver que ce nouveau magnésium qui est breveté change radicalement ta vie. Oui, ça ok. reste une industrie, elle va faire de l'argent. Le problème, c'est que la majorité des micronutriments et tout ce qui est efficace a déjà été découvert et hors brevet. Et donc, tu peux pas breveter la vitamine C, la vitamine D, etc. Par Heureusement. contre, tu peux breveter une molécule différente. C'est ce qui se passe, hein. C'est-à-dire que le business plan de l'industrie pharmaceutique, et bon, le live, il tient pas là-dessus, mais ça, tout le monde le sait, c'est pas un secret de polichinelle et c'est pas être complotiste de dire ça, même si moi je l'assume. Le business plan, c'est quoi? C'est je fais en sorte d'avoir. Je parle pas. Là, je différencie la médecine et l'industrie pharmaceutique. C'est deux choses différentes. Les médecins, ils rêveraient d'avoir accès aux meilleures molécules et qu'il n'y ait pas de problématiques de financement, etc. Mais le business plan, c'est de trouver une molécule qui va se vendre. Et puis, une fois que le brevet est atteint, donc 20 ans, il faut trouver une nouvelle molécule, il faut se recycler. Sauf que aujourd'hui, c'est pas qu'on a déjà tout découvert, mais les grandes découvertes ont déjà été faites. Donc, en gros, il faut qu'ils trouvent un autre business plan. Hmm. Ouais, Non, mais c'est... ça fait sens, hein, et je pense qu'on partage, et comme tu dis, c'est juste une question économique. Mm. Euh, Là, tu vois, en ce moment, il y a plein d'applications, rien à voir, hein, mais sur tu te sens seul, crée-toi des amis et tout. Bah, du coup, la solitude profite à d'autres personnes. Enfin, c'est juste une question économique des choses. Bien sûr. Mais c'est ça. En fait, il faut que des industriels qui sont très pragmatiques et qui ont envie de faire beaucoup d'argent s'intéressent à la santé naturelle et trouvent le moyen, sans enlever on va dire la souveraineté des peuples et sans enlever la liberté de se soigner, mais trouvent le moyen de faire de l'argent avec ça. Aux États-Unis, ils sont très pragmatiques. Demain, tu leur dis que, je sais pas, tu as une méthode naturelle qui coûte rien, mais qui va rapporter beaucoup à l'entreprise via, je sais pas, un abonnement, etc. T'inquiète pas que tu vas avoir des investisseurs. Bah Ouais, Parce qu'ils oui. s'en fichent de savoir si c'est chimique ou si c'est naturel. Eux, ce qu'ils regardent, c'est le business plan. Bah ouais, non, mais ouais. ça. Et tu peux faire du bien avec du naturel, la preuve avec les compléments, les bonnes marques, le coaching, etc. Exactement. Ça me fait penser, est-ce que pour un peu aider les gens qui nous écoutent, tu as des exemples flagrants, parce que tu as parlé de carences qui peuvent être en lien avec la thyroïde, endométriose, SOPK. Est-ce que tu as des exemples flagrants justement de carences qui ont été comblées avec tel ou tel complément qui ont permis à la femme de justement réduire son endométriose, enfin, améliorer sa thyroïde, etc. Alors, tu vois, la question, si j'y réponds, c'est comme ça qu'on peut se faire attaquer en micronutrition, c'est-à-dire en disant que ce truc-là guérit ça. Ok. Donc, en fait, et c'est Protocole, vrai, il n'y quoi. a C'est pas. un Non, protocole. mais c'est des protocoles et c'est des protocoles qui sont presque sur mesure, même s'il y a des il y a des choses qui sont communes. Donc, je vais répondre, mais du coup, je préfère mettre ce disclaimer Oui, non, avant. mais t'as raison. Donc, par exemple, l'endométriose. L'endométriose, c'est une problématique qui est multifactorielle, mais on a identifié deux grosses problématiques. La première, c'est l'inflammation. Donc, cette inflammation, elle peut être liée, par exemple, à l'alimentation, au mode de vie, au stress, à une dysbiose intestinale. Parfois, c'est lié à de l'insulinorésistance. Euh, Parfois, c'est lié à des carences comme les oméga 3. Donc, par exemple, une femme qui a de l'endométriose, tu peux déjà participer à atténuer l'inflammation en compensant les oméga 3, EPA, DHA. Un exemple tout bête. Et le deuxième gros facteur de l'endométriose, c'est ce qu'on appelle la dominance œstrogénique. C'est-à-dire que les œstrogènes sont dominants, et les métabolites œstrogéniques et toutes les substances qui miment l'effet des œstrogènes, ça peut être des perturbateurs endocriniens, vont être dominants par rapport à la progestérone.
Et donc, il y a des stratégies qui consistent à favoriser la détox des œstrogènes par le foie, qui peuvent être intéressantes et qui peuvent abaisser la charge œstrogénique et permettre aux femmes d'avoir moins de symptômes d'endométriose, voire même d'avoir une diminution des lésions endométriales. Pardon. Ok. C'est intéressant, mais tu vois, en fait, de toute façon, c'est des liens, comme tu dis, inflammation, oméga 3, on sait que ça peut réduire, donc de toute façon, tu fais des liens très faciles sans être un gourou et vanter ton truc, quoi. C'est Mais qu'aujourd'hui, c'est ça, tu peux faire des liens sur tout, quoi. exactement. Et après, il y a des choses qui sont prioritaires. Il y a on va dire, il y a des choses qui sont plus logiques. Je sais pas, une femme qui a une endométriose et qui a une insulinorésistance, ta priorité, c'est peut-être de calmer son insulinorésistance qui va favoriser son inflammation. Mm. Et donc, peut-être que tu vas d'abord travailler à fond sur son hygiène alimentaire et son activité physique plutôt que de la supplémenter à outrance. Même si il faudra, pourquoi pas combiner les deux? Pourquoi faire l'un ou l'autre? Ouais, Hmm. encore une fois, ouais. Ok. Et tout à l'heure, tu as rapidement parlé de fertilité aussi. Moi, malheureusement, je connais pas mal de femmes aussi qui ont 32, 33 ans qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose où tu t'es intéressé par rapport à la santé féminine? Alors, tu vas me dire, ça peut être aussi pas la faute du mec, mais tu m'as compris, plutôt le garçon qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Mais j'ai l'impression que c'est un sujet qui touche beaucoup les femmes et elles se sentent directement concernées surtout. Dans leur tête, c'est leur faute, quoi qu'il arrive. C'est un sujet que j'ai beaucoup creusé et il y a beaucoup de femmes que j'accompagne dans une démarche de fertilité, mais beaucoup de couples plutôt. Et comme tu l'as précisé, les problématiques de fertilité touchent autant les hommes que les femmes. Bah Et oui. c'est même légèrement plus dans les statistiques. Alors, j'avais les statistiques en tête de 2021, je crois, ou 2020. C'était plus les hommes, hein, légèrement plus. Et ça va être beaucoup plus les hommes dans les années à venir avec la chute du spermogramme. Ok. Ça va être enfin, la plus grosse problématique auquel on va être confronté dans les années à venir, ça va être les problématiques d'infertilité par baisse du spermogramme, par baisse de la quantité de spermatozoïdes et de la qualité de la motricité de nos spermatozoïdes. Et les femmes, ça va être beaucoup plus secondaire parce que les femmes, il y a toujours la possibilité de passer par une FIV. Les spermatozoïdes, s'il n'y a plus de spermatozoïdes et s'ils sont complètement morts, c'est problématique. Mm. Donc, ce sera beaucoup plus les hommes, mais c'est vrai qu'en consultation, on a plus des femmes qu'on accompagne là-dessus. Et les problématiques de fertilité féminine, elles sont multifactorielles, mais la première problématique, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes vont, pour beaucoup dans les grandes villes, s'intéresser à leur fertilité à partir de 35-36 ans. Et à partir de 35 ans, statistiquement en France, les chiffres, c'est que une seule femme sur trois arrivera à tomber enceinte naturellement après 35 ans. Ah ouais. 1 sur 3. C'est fou, hein. Il y en a deux qui l'ont fait par des FIV, par d'autres techniques. Mais c'est normal, parce qu'une femme, elle a une horloge biologique, et ça, on l'a complètement oublié. Bah ouais. Bah, on l'a oublié et en même temps, je connais aussi des filles, tu vois, qui ont 29-30 ans, qui là aujourd'hui, tu vois, William, elles veulent pas d'enfants, mais elles disent l'horloge biologique aussi, tu vois. Donc d'ailleurs, ça Bah, crée beaucoup de difficultés de choix de vie, parce que tu te dis, j'ai pas envie, mais en même temps, dans 5 ans, si j'en ai pas, je m'en voudrais toute ma vie. Enfin, c'est un il y casse-tête. en a beaucoup qui congèlent leurs ovocytes, d'ailleurs, Ouais. très tôt maintenant. Et oui, c'est un vrai casse-tête. Mais là, on va dire qu'on est moins dans mon domaine, même si je m'intéresse à tout ça, mais on est sur des causes sociétales, on est sur des causes économiques, et moins sur des causes biologiques. Mais sur la partie biologique, il y a énormément de choses à dire, à faire déjà. Mais il faut que les femmes, enfin, il faut que les couples veuillent tomber enceinte. Et encore faut-il qu'il y ait des couples. Ouais. Il faut que les gens Oula, se rencontrent. Ouais. C'est surtout ça. Il faut qu'il y ait des couples et ensuite il faut qu'ils aient un projet de vie commun, quoi. Et tu penses quoi de congeler ses ovocytes? Parce que j'avais discuté avec une fille qui le faisait et le protocole, quand même, pour le faire, il est assez violent parce qu'on t'injecte beaucoup d'hormones et tout pour après poncer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pour toi, c'est. Je pense que si on peut éviter, on évite. Parce qu'en effet, on va faire une stimulation ovarienne avec derrière des conséquences. Et justement, c'est ce genre de stimulation ovarienne où on te blinde d'œstrogènes, où on va favoriser une dominance œstrogénique chez une femme qui est prédisposée à avoir de l'endométriose ou à avoir des fibromes, etc. On voit des endométrioses qui se déclenchent, enfin qui étaient déjà là, mais qui explosent, des adénomyoses qui explosent suite à des stimulations. Oui, parce qu'en plus, c'est souvent les femmes qui ont de l'endométriose qui se disent qu'elles vont pas avoir d'enfants ou moins de chance et donc du coup elles le font. Et comme tu dis, ça peut empirer la situation, quoi. Ouais. Mais après, c'est toujours la question de la balance de bénéfice-risque. Est-ce que, en gros, je risque d'exploser mon endométriose, mais d'un autre côté, je tombe enceinte ou j'ai conservé mes ovocytes. Mais c'est vrai, dans le meilleur des mondes, on se poserait pas ce genre de questions et on trouverait un partenaire et
Mais bon, voilà, là, on est sur un autre domaine que je maîtrise pas et j'ai peur de dire des conneries. Et tu parlais aussi de fertilité, enfin, c'est vraiment super intéressant tout ce que tu as dit. J'ai oublié ma question parce que j'en ai une deuxième qui arrive en même temps. Oui, si. Est-ce que tu as parlé aussi de tout ce qui va être pilule, etc. Est-ce que toi tu fais un lien entre ça et potentiellement l'infertilité, des maladies, tu vois, SOPK, etc. Parce que je suis d'accord, on le donne vraiment comme un bonbon. Moi je connais des filles, j'avais de l'acné, on m'a filé ça. Alors, tu vois, je vais essayer de tempérer mes propos parce que quand j'ai commencé sur les réseaux, j'ai été très très critique et c'est vrai que ça peut, on va dire, ça peut remuer intérieurement certaines femmes qui se disent mais pour qui il se prend? Moi j'ai pas le choix, je prends la pilule pour l'endométriose. Donc je vais essayer d'être beaucoup plus posé et modéré dans ce que je vais dire. Mais je n'en pense pas moins. La pilule contraceptive, c'est un frein hormonal, ça freine la communication entre le cerveau et les ovaires. Donc Ok. ça fait croire à une femme qu'elle est enceinte ou bien qu'elle est ménopausée en quelque sorte. Alors, pas ménopausée, mais plutôt enceinte. Donc, les ovaires arrêtent de travailler et plus la pilule aura été prise pendant longtemps, plus potentiellement la communication, quand elle devra reprendre à l'arrêt, pourra être plus difficile à être prise. C'est logique. C'est comme si, je sais pas, à l'adolescence, alors que t'as pas de problème, on te dit, bon bah maintenant tu vas t'asseoir dans un fauteuil roulant et t'as plus besoin de marcher, comme ça tu vas économiser tes jambes. Tu décides à 30 ans de marcher, il y a de fortes chances que tu galères à te lever de la chaise. Et il y a de fortes chances qu'il faille que tu passes par une grosse période de rééducation et sans doute que tu n'auras jamais réatteint le niveau que tu aurais pu avoir si t'avais pas été en fauteuil roulant. Et ben la pilule, moi je la vois comme ça. Les ovaires, on a des études qui montrent qu'il y a une atrophie des ovaires pendant la contraception féminine. Ce qui est logique parce que l'organe s'atrophie parce qu'il n'a pas besoin il est plus stimulé par l'hypophyse, donc il ne travaille plus et donc il s'atrophie. Et cette atrophie, bah, chez certaines femmes, ça peut poser énormément de problèmes parce que, imaginons une femme qui arrête la pilule à 30, 35 ans, ses ovaires se sont atrophiés, on lui demande de relancer le cycle alors que physiologiquement elle est déjà dans une période où ça tend à chuter. Bon bah voilà, compliqué. Alors, chez certaines femmes, ça repart comme en 40, le cycle se relance le mois suivant, elle tombe enceinte 2 mois après, ok, bien sûr, mais il y a des cas où c'est pas le cas, justement. Et, euh, et donc, c'est pas anodin. Et ça, il faudrait l'expliquer aux femmes. Le problème, c'est qu'une adolescente, elle n'a pas forcément la maturité pour comprendre tout ça. Donc, il faudrait expliquer ça aux parents. Ouais. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de formation sur la contraception naturelle. Et il y a une méthode qui s'appelle la symptothermie, qui est validée scientifiquement, qui a un indice Pearl, c'est-à-dire une fiabilité qui est aussi élevée que celle de la pilule en utilisation normale. Et ça, bah, c'est évidemment jamais mis sur le tapis. Mm. Donc, c'est un problème. T'as raison, parce que je pense qu'il y a un mythe qui dit que avant les femmes étaient tout le temps enceintes, elles tombaient tout le temps enceintes, mais non, en fait, si elles connaissaient leur cycle, c'est ce mythe de la femme, elle avait 10 grossesses, 11 grossesses. Non, c'était pas toujours le cas non plus. Alors, et quand c'était le cas, c'était pour une raison logique, c'est-à-dire qu'il fallait faire beaucoup d'enfants parce qu'il y avait une mortalité infantile élevée. Mais alors, je sais pas si il y avait cette éducation qui était transmise de mère en fille, etc. concernant parce que la symptothermie, c'est une méthode un peu technique, tu vois, avec la prise de température qui est relativement moderne, qui s'inspire de méthodes qui sont plus anciennes, comme la méthode Billings. Mais quoi qu'il arrive, ça reste assez moderne. Mm. Ils avaient d'autres techniques dans le passé. Je connais pas la fiabilité, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, à l'époque, on se posait pas de questions. Il fallait faire le maximum d'enfants pour t'aider à la maison. Il fallait faire le maximum d'enfants parce qu'il y en avait 1 sur 2 qui mourait à la naissance. On n'en parle pas Ouais. assez Et de ça. donc, Mais tu vois, par rapport à la symptothermie, par rapport à par exemple la génération de nos parents, moi ma mère, quand je lui avais parlé, elle me dit mais c'est n'importe quoi, c'est pas juste une température, parce qu'en fait, ils avaient encore l'ancienne méthode, ils prenaient pas en compte qu'il y avait la température, les glaires cervicales, que c'était autre, enfin tu vois, c'était tout un c'est ensemble plus qui fait que standardisé. du coup c'est précis. Et du coup, comme ils ont cette idée-là, bah tout de suite en mode ah bah non, ça sert à rien, c'est pas efficace. Ils se rendent pas compte que les choses ont évolué et que c'est pas plus complexe que de penser à prendre une pilule tous les jours, tu vois. Surtout pour Juste se former. le bien. Voilà, c'est se former. Il y a de plus en plus de femmes qui font des formations, j'en connais aussi. Mais comme tu dis, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on te montre pas toutes les méthodes qui sont possibles, on t'impose une. Et donc, du coup, ça ne laisse pas le choix aux femmes voilà, de choisir bah, la bonne méthode qui pourrait les convenir. Et juste ça, en fait, c'est ça qui est dommage. Pour moi, en tant que femme, on m'a jamais conseillé, on m'a juste dit, en prendre la pilule, tu vois. Et après, c'est moi qui me suis formée, qui me suis renseignée. Je sais pas si c'était au stérilet au cuivre, puis la symptothermie, tu vois. Mais enfin, factuellement, j'ai dû me débrouiller toute seule pour le savoir, tu vois, sinon j'aurais jamais Et, pu changer. et toi, tu as eu, on va dire,
t'as pris en considération que, bah oui, c'est peut-être un petit effort de se former, c'est peut-être un petit effort de surveiller sa glaire cervicale et sa température, mais enfin, le jeu en vaut la chandelle. Bah ouais. Sauf que la majorité des femmes, tu leur en parles, elles vont te dire, enfin les femmes, je suis pas en train de diaboliser les femmes, on a le même problème chez les hommes pour plein d'autres conseils, mais elles vont te dire, ah la flemme, c'est contraignant, et quand tu leur parles potentiellement de l'impact de la pilule, elles sont pas concernées par ça, elles sont pas au courant, elles sont pas au fait, et donc il y a, malgré tout, on est une minorité à prendre soin de notre santé comme on le fait, à chercher à optimiser, et après j'ai envie de dire, du moment qu'on a donné l'information, après les gens font ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Simplement, il faut assumer les conséquences. Ouais. Non, t'as raison. On est une minorité, en vrai, on oublie. Et t'as dit, les femmes aussi, des fois, elles disent c'est compliqué. Il y a aussi des hommes, des fois, qui disent ouais, la flemme. Parce que tu sais, par exemple, la symptothermie, imaginons, tu dis ah, ce jour-là, je peux pas le faire. Mais en fait, je trouve que les gens ont plus trop la notion de sacrifice, c'est peut-être un autre sujet, mais c'est pas très Non, mais... compliqué de dire bon, je prends sur moi aujourd'hui pour faire demain, versus Et puis, je il y a donne le un. préservatif. Bah, en plus, oui, Bah c'est vrai oui, que j'avais c'est ça. oublié. Bah, c'est Oui, que oui, non, mais pendant c'est la vrai, en période plus, tu vois. où c'est compliqué. Donc je veux dire, enfin, il existe plein de solutions et je trouve des fois les gens, tu sais, par confort, il y a plein de choses qu'ils se rendent pas compte, ça détruit. Bah, tu vois, quand on s'est C'est ce que- rencontré avec Meryl et qu'elle prenait la pilule, je dis, il va falloir que t'arrêtes parce que enfin, si t'es la femme de ma vie, ça va pas être possible pour ton corps, quoi. Et ça c'est beau, mais parce que tu as une certaine maturité. Mais comme tu l'as dit, et ça c'est un sujet, enfin, quand tu parlais de la pilule, Meryl, je voulais en parler, c'est le fait qu'on est déresponsabilisé, on est des adultes enfants. Alors je considère que j'ai fait un gros travail sur moi, mais je suis encore beaucoup trop peu responsabilisé par rapport à ce qu'ont pu être nos grands-parents. Aujourd'hui, on devient adulte à 30 ans, nos grands-parents ils étaient adultes à 14 ans. Ouais. Donc on est des grands enfants encore. Ouais. On est des grands enfants. Alors, excusez-moi si vous jouez à la console, etc. Mais le simple fait que à l'âge adulte, mais tu vois ce que je veux dire? J'ai rien contre les gens qui jouent aux jeux vidéo, mais c'est quand même symptomatique de notre société. C'est-à-dire que beaucoup d'adultes sont devant les écrans, devant les écrans, devant la console, devant les jeux vidéo, et se plaignent d'avoir une galère au niveau des impôts à la fin de l'année, de ne pas pouvoir assumer leurs charges, etc. Ou se plaignent de ah ouais, on est trop taxé, etc. Alors, je dis pas on est trop taxé en France, hein. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis plus en France aujourd'hui. Mais il y a la question aussi de ouais, ok, on n'est plus du tout responsable. On veut plus assumer nos choix, enfin les conséquences de nos choix, et on prend plus nos responsabilités. Ouais, Ouais, je pense que c'est le plus grand problème, c'est que on attend que les autres les prennent pour nous, mais bon, au final, c'est soit trop tard, ou soit bah, au bout d'un moment, ça te correspond pas, quoi. Et on est dicté, on est des petites marionnettes comme ça, et voilà, quoi. Je pense qu'on fera une V2, Ouais. une V2 où on massacre tout ce qui nous passe par. Non, mais franchement, bah, je pense que c'est une bonne façon de conclure Ouais. ce podcast. Est-ce que tu as, William, je sais pas, un mot de la fin, quelque chose qui te tient à cœur, que tu aimerais partager, une idée forte? Une idée forte, moi j'ai un leitmotiv, c'est il faut incarner ce qu'on prône. Et peu importe nos idéaux, il faut essayer d'appliquer les conseils qu'on va donner. C'est ce que je fais, c'est ce que j'essaie de transmettre. Et c'est ce qui manque un petit peu aussi dans la naturopathie, parce qu'on est dans une tendance où, alors autant je suis pour le juste milieu, mais on est dans une tendance où maintenant le naturopathe, il peut manger burger, il peut faire ce qu'il veut. Et non, je pense qu'on doit quand même être exemplaire, montrer l'exemple, même si on n'est pas obligé d'être dans les extrêmes. Et ça, c'est ce qui manque un petit peu, le fait d'incarner ce qu'on prône. Comme un médecin qui serait très malade ou un dentiste qui aurait des caries, quoi. T'as raison. Tu sais, moi, mon coaching, je l'ai appelé Pareto Santé, puisque 20-80. Et en vrai, si tu fais déjà bien 80% du temps, bah, j'estime que t'as déjà rempli le job. Mais effectivement, quand on incarne, je pense que ça peut être normal de pousser à 90, quoi, minimum. Et Complètement. t'as raison sur ça. En plus, ça a raison, ce côté incarné. Tu sais, moi, au début, j'avais beaucoup d'acné. J'avais les mêmes connaissances qu'avant, tu vois. Enfin, j'en ai plus aujourd'hui, mais tu sais, les gens m'écoutaient moins en santé parce que t'as le visage plein d'acné, donc les gens pensent que tu as une hygiène de vie dégueulasse. Ouais, Alors ouais. que, tu vois, moi, il y a aussi un vrai sujet héréditaire dans la famille qui tend à réduire au fur et à mesure aussi parce qu'on prend de plus en plus soin de nous. Et le jour où j'ai Bien pris sûr. l'acné, bah, on s'est mis à m'écouter, en fait, tu vois. J'aurais dû dire dans la mesure de ce qui est physiologiquement possible. Même si c'est T'as pas une possible, maladie, voilà. voilà. Ouais. Oui, parce que ça reste humain, mais tu vois, ça montre que ça reste possible aussi. Tu peux, c'est comme des personnes qui n'ont pas de muscles et après qui arrivent à se muscler. En fait, c'est du travail et en fait, tu te rends compte que tu peux changer si tu te donnes les moyens de le faire. Exactement. Donc voilà. Bah, merci beaucoup, William. Ouais, C'était un merci, bel ouais. épisode. On fera une V2 dans les studios une prochaine fois. Ouais. Et, Avec grand plaisir. et ben merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. On mettra de toute façon tes liens en description. Ouais.
Et puis voilà. Puis pensez à vous abonner, hein, les amis. Hein. On C'est vrai, oui, s'abonne, aussi. on like et c'est comme ça qu'on peut avoir des invités comme William. Donc n'oubliez pas, c'est très important. Voilà. Merci Merci à beaucoup. tous les deux, c'était vraiment un grand plaisir. Les questions étaient pertinentes et très belle énergie. Ouais, trop cool. Merci beaucoup, William. À la prochaine. Salut!